Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui porte sur la structure d'un projet Angular. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer à quoi correspondent tous ces fichiers qui apparaissent quand on génère un projet Angular. Donc, il faut se rappeler que Angular tourne avec différents outils qui sont là pour compléter ou pour rendre disponible toutes les stacks techniques qui nous est proposées par le framework, notamment TypeScript, Karma pour les tests, couplé avec Jasmine ou autre. Git par exemple, il y a une intégration Git. Et donc on va voir dans cette vidéo comment est-ce que tout ça s'articule en entier. Et comme ça, on va comprendre un petit peu à quoi servent tous ces fichiers techniques qu'on peut retrouver ici. Alors déjà, il faut savoir que Angular est intégré nativement avec TypeScript. Donc, on a une phase de transpilation des fichiers TypeScript en fichiers JavaScript, puisque le TypeScript n'est pas compris par le navigateur, c'est bien du JavaScript qui s'exécute. Donc, on peut voir que on a des fichiers ici, tsconfig.spec.json, qui est là pour donner les informations de transpilation qui servent pour le cas des fichiers de test, donc ceux qui se terminent par spec.ts ou .d.ts pour les librairies. On a le tsconfig.json qui est global, donc qui est utilisé par tous les sous-fichiers de configuration comme spec ou app. Donc ici, on retrouve la plupart des réglages TypeScript. On peut voir par exemple que l'attribut script dans les options de compilation est réglé à true, ce qui veut dire qu'on va avoir un TypeScript qui est exigeant. Et on a aussi pas mal de petits réglages qui font qu'il est encore plus strict. Donc on peut régler toutes ces options-là. Par exemple, si j'ai pas envie que mon projet soit vraiment strict, je peux venir enlever ce strict et le passer en false et j'aurai beaucoup moins d'erreurs TypeScript à la compilation. C'est pas forcément une bonne idée parce que ça rend notre projet moins rigoureux, mais il faut savoir que tout ce qui se passe pendant cette phase de compilation de TypeScript vers JavaScript est réglable dans ces fichiers tsconfig.json. On a aussi le tsconfig.app.json qui concerne uniquement euh, les fichiers qui sont euh, là pour faire tourner notre application et pas les fichiers de test. Donc on voit qu'il va les chercher dans source et il cherche tous les fichiers en .d, .ts. Il prend aussi en compte le main.ts et le polyfills.ts. Donc ça c'est pour la partie TypeScript. Pour cette phase de compilation, de transpilation pour être précis, on utilise ces trois fichiers de configuration. On retrouve ici un README qui est généré par Angular et qui sert simplement à inscrire la documentation de notre projet. C'est très important de faire une documentation de projet. Ici, elle est générée de base par Angular, mais si vous publiez votre projet, il est fortement recommandé d'inscrire vos documentations et des liens vers vos ressources utiles ou un wiki si vous avez un wiki pour votre projet à l'intérieur de ce README, que ce soit un projet interne ou un projet public. Ensuite, Angular tourne avec NPM. Vous vous souvenez qu'on a utilisé NPM pour installer Angular, premièrement, mais on utilise aussi NPM pour gérer toutes les dépendances de notre projet Angular. Donc, NPM va se servir de ces deux fichiers, le package.json et le packagelog.json. Qu'est-ce que c'est que le package.json? Pour ceux qui font du Java, c'est un peu l'équivalent du pom.xml. Ça va être le fichier descriptif de notre projet. Donc on va retrouver des informations comme le nom du projet, la version, on peut potentiellement mettre le nom de l'auteur, etc. Donc tout ce qui décrit notre projet de manière globale. Et ensuite, on a quelques attributs qui sont très importants, qui vont nous permettre de, premièrement, créer des scripts. Donc on va pouvoir créer des commandes raccourcies. Par exemple, si j'utilise npm run watch dans ma console dans ce projet, il va me lancer un ngbuild-watch-configuration développement. Donc ça, c'est qu'un exemple de script. Vous pouvez tout à fait écrire vos propres scripts ici, vos propres commandes, et leurs raccourcis ici. Donc ici, si je fais un npm run start, il me lance en fait un ngserve qui va servir mon projet et en local. Si je lance un npm run test,
il va me faire un ng-test, donc exécuter les tests de mon projet. Et je peux créer autant de scripts que j'ai envie qui vont être des raccourcis. Ensuite, les deux suivants sont probablement les plus importantes de tout ce fichier et ils sont en fait les dépendances de notre projet. Donc si c'est une dépendance qu'on doit retrouver lorsqu'on build le projet pour qu'il puisse tourner correctement à l'exécution, on va la placer dans Dependencies. Donc ici, Angular Animation, Angular Common, le compiler, Core, les formulaires par exemple se retrouvent dans les dépendances avec la librairie TypeScript qui nous permet de comprendre les types TypeScript, RxJS, etc. On a aussi les dépendances de développement qui n'ont besoin d'être présentes que pendant le développement. C'est-à-dire qu'à l'exécution, on n'a pas forcément besoin d'embarquer ces dépendances et du coup, on va éviter de les mettre dans Dependencies pour gagner en performance. Comme ça, tant qu'on est en développement, il pourra s'en servir parce qu'on les a précisés ici, mais quand on fera un build pour l'envoyer en production, les dépendances ne se retrouveront pas dedans. On y retrouve par exemple toutes les fonctionnalités de TypeScript, toutes les fonctionnalités de test que vous pouvez voir ici avec Karma et Jasmine, et différents outils d'Angular qui ne servent que pendant la phase de développement, notamment le Angular CLI. Alors comment NPM utilise ces dépendances? En fait, il va télécharger ces dépendances qu'on a décrites dans le package à l'intérieur du Node Modules. Donc je pourrais tout à fait supprimer ce dossier Node Modules, et si jamais je supprime le dossier Node Modules, mon projet ne pourra plus s'exécuter parce qu'il manquera toutes les dépendances du projet. Donc il suffit que je refasse tourner un npm install à la racine de mon projet et le dossier Node Modules sera recréé avec toutes mes dépendances dedans. Le packagelock.json, il nous sert à verrouiller les versions de ces dépendances. Comme ça, si on a une version stable à un moment, on ne pourra pas, dès qu'une librairie sort une nouvelle version, se retrouver avec des dépendances qui ne fonctionnent plus entre elles. Donc vous voyez que dans le package.json, les numéros de version, ils ont des petits préfixes comme ça. Et ça veut dire qu'ils ont le droit de monter de version automatiquement. Donc ici, le petit étoile, ça veut dire que si on a le petit tilde, pardon, ça veut dire que si on a une version mineure, donc une version de patch qui arrive, on peut automatiquement utiliser la version de patch qui est supérieure à celle qu'on avait déjà écrite. Ce petit circonflexe, il sert à dire que si on a une version mineure, donc ce qui est en deuxième au niveau du 3 ici, on peut utiliser cette version mineure supérieure à la place de celle qui est déjà présente, donc la 2.3.0. Donc ça, c'est bien parce que notre package.json va pouvoir utiliser les dernières versions sans forcément qu'on ait besoin de tout réécrire à la main. Par contre, dans le cadre d'un code qu'on veut envoyer en production, c'est pas très pratique puisque notre code ne va pas être stable. Imaginons qu'une version nouvelle arrive et tout à coup, notre code de production ne marche plus parce que la nouvelle version ne fonctionne pas avec le reste du projet. Donc ça, c'est pratique tant qu'on est en développement. Mais à un moment, on va vouloir verrouiller les versions pour être sûr que ces versions vont bien entre elles et que notre projet est stabilisé. On a choisi les versions fixées à un point donné et c'est ça qu'on envoie en production. Donc vous pouvez aller voir le packagelock.json. Il est un peu moins évident à lire, mais vous pouvez voir que là, on a tout un tas de versions qui sont fixées. Ici, par exemple, on dit que c'est la version 1.1.1 pour le AMP Project, la version 0.1302.6 pour le Angular Dev Kit, etc. Donc toutes ces versions-là sont fixées dans le package lock. Ce package lock, vous pouvez tout à fait le supprimer, il est régénéré à chaque fois que vous faites un npm install. Donc tant que vous êtes en développement, il n'y a pas de problème à supprimer le package lock, c'est juste pour stabiliser les versions quand vous déploierez votre projet. Ensuite, on a ici la configuration des fichiers de test. Donc ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ici, c'est la configuration de Karma, qui est un exécuteur de test, qui utilise Jasmine pour faire exécuter nos tests unitaires JavaScript. Donc Jasmine, c'est la librairie de test unitaire, et Karma, c'est l'exécuteur. Ici, on a le Angular.json. Alors, il faut savoir que Angular, quand on lui fait un build, il a plusieurs étapes de construction. En premier, évidemment, il va transformer le TypeScript en JavaScript.
Comme ça, le JavaScript pourra être exécuté par le navigateur qui ne sait évidemment pas utiliser du TypeScript nativement. Une fois qu'il a transformé ce TypeScript en JavaScript, ça reste un projet Angular. Il n'y a aucune raison non plus que notre navigateur il sache faire exécuter du Angular. Donc qu'est-ce qui se passe? On a une autre étape de build où le projet Angular va se transformer en projet natif web, c'est-à-dire qui contient du JavaScript, du HTML et du CSS. Donc cette phase de build, elle est configurable dans le angular.json. Donc on retrouve ici toutes les descriptions du build pour passer d'un projet Angular à un projet qui sera compréhensible par votre navigateur. Ici, j'ai deux fichiers, le browser's list source, browser's list rc pardon, et le editor config, qui sont là spécifiquement en fait pour VS Code parce que j'utilise VS Code. Selon l'IDE que vous utilisez, vous ne les retrouverez pas. On ne va pas rentrer dans le détail de ces fichiers. Ensuite, vous pouvez voir qu'on a un point gitignore et on a aussi un point git qui est caché quelque part. Et ces fichiers-là vont servir pour toute notre configuration de Git. Donc on peut se servir de Git, c'est ce qui est fait par défaut dans Angular, pour partager notre code avec une équipe ou pour faire du versionning. Et c'est donc préconfiguré pour nous. On a le gitignore qui exclut les fichiers qui ne devraient jamais être partagés sur un repository Git, comme par exemple tous les fichiers qui concernent uniquement votre IDE ou votre éditeur de code. Donc là, on a pour Visual Studio Code, ici pour les différents IDE, ça c'est pour IntelliJ, Eclipse, etc. Et évidemment, on ne partagera pas les nodes modules qui contiennent toutes nos dépendances. Pourquoi on ne partage pas les nodes modules? Parce qu'ils sont décrits dans le package.json. Et du coup, n'importe qui prend notre package, qui prend notre projet Angular sans les dépendances, peut les retélécharger simplement en faisant un npm install. Ça nous évite de partager le dossier node module qui est énorme en termes de nombre de fichiers et de taille utilisée. Donc voilà pour la partie fichier de configuration pure. Maintenant, on peut aller voir ce qui nous intéresse à l'intérieur de source. Donc source, c'est là-dedans qu'on va retrouver tout notre code source, donc le code qui va vraiment être exécuté pour notre application en particulier. Donc on peut retrouver ici, si je ferme app, on va retrouver à la racine de source tout un tas de fichiers qui sont utilisés par Angular, mais qu'en théorie, on n'aura pas besoin de venir toucher nous en tant que développeur. Donc on a par exemple le test.ts qui est là pour initialiser nos fichiers de test, le style.css dans lequel on peut venir ajouter du style qui est global à toute notre application. Donc on ajoute du CSS ici. Le polyfills.ts, c'est simplement un fichier technique TypeScript qui est nécessité par Angular et qui est chargé avant l'application. Angular dépend de ce fichier pour pouvoir en gros s'exécuter correctement. Donc ici, on fait par exemple un import de zone.js qui va être utilisé pour la zone detection dans Angular et ça se retrouve ici. Le main.ts, c'est le fichier TS qui est exécuté en premier et qui nous permet de charger notre module principal, en général le app module par défaut. Ce app module lui-même va être responsable de charger le composant principal, notre app component. Et c'est pour ça que de base, dès qu'on lance notre application, le app component est chargé, puisque en fait on charge ce app module qui va lui-même, si on regarde dans le app module, charger le app component grâce à cet attribut bootstrap. Et donc app component sera considéré comme notre composant racine. Alors vous avez dû vous dire peut-être que dans le app component, on ne retrouve pas la structure HTML de base. On ne retrouve pas le head, on ne retrouve pas le body, et du coup on n'a pas toutes ces informations qui sont d'habitude requises pour un fichier HTML ou dans un projet HTML basique. En fait, ce qui se passe, c'est que on peut voir ici dans le index.html que la structure de base est toujours présente. Elle a déjà été réglée pour nous par Angular et la racine de notre application va se trouver ici dans le body. Donc c'est dans le body qu'on va charger app-root
qui est en fait le sélecteur de notre app component. Donc notre app component va être chargé de base à l'intérieur du index.html, et donc puisque tout le reste va faire partie du app component qui est notre composant racine, tout le reste sera en permanence entouré par ces balises HTML, head et body. Donc tout ça pour éviter de répéter cette structure dans tous nos fichiers. On a simplement le app component de base qui est chargé ici au bon endroit et on n'aura jamais besoin de réécrire toutes ces balises techniques. On retrouve également l'icône de votre application qui par défaut est un logo Angular. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir à l'intérieur de source app, c'est-à-dire là où on met tous nos fichiers Angular concrètement. Donc ici vous avez tout le code source spécifique à Angular. On va retrouver par exemple un composant que j'ai pu faire générer qui s'appelle exemple. On va retrouver notre composant app avec ses différents fichiers CSS, spec, ETS avec le HTML. Et on retrouve aussi notre module racine, le app module, celui que dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui charge notre composant racine et qui contient tous les composants qui vont être chargés au démarrage. Ça, c'est dans app. Dans app, concrètement, dès que vous créez un fichier Angular, vous allez le voir dans app. Vous créez une directive, vous créez un pipe, vous créez un service, vous créez n'importe quoi, un module, il va toujours se retrouver dans app. En dessous, on a les assets. Donc les assets, c'est tout ce qui est utilisé par notre code source, mais qui n'est pas un fichier de code. Donc par exemple, si j'ai une image à intégrer et que je veux stocker en local, je vais peut-être aller la mettre dans assets. Si j'ai du JSON à stocker pour stocker des données en dur, je vais peut-être aller le mettre dans assets, ou bien un fichier XML, ou quelque chose de ce genre-là, un fichier de configuration par exemple, un tableur Excel à intégrer. Je vais pouvoir mettre tout ça dans assets parce que c'est pas du code source littéralement, c'est plutôt des ressources de mon projet. Et enfin, pour finir, on a un dossier environnement qui va nous permettre de régler des variables en fonction de l'environnement dans lequel on travaille. Donc généralement, quand on est en environnement de développement, on est connecté à un serveur de développement qui pourrait être sur tel environnement. On va pouvoir régler différentes variables. Par exemple, si je veux me connecter à une base de données embarquée ou n'importe quoi qui va dépendre de mon environnement de dev, je vais pouvoir régler ici toutes les variables qui concernent l'environnement de dev. Comme ça, je peux facilement switcher entre mon environnement de dev et mon environnement de prod. Et le jour où j'envoie mon projet en prod, j'ai juste à le faire build en lui passant l'information qu'on est en environnement de prod et il prendra cette fois-ci les variables de production. Donc il se connectera plus à mon serveur de dev, il se connectera à mon serveur de production. Et je peux créer autant d'environnements que je veux. Ces fichiers d'environnement sont utilisés dans le angular.json. Vous pouvez le voir ici d'ailleurs. En configuration production, j'ai un file replacement de environnement.ts par environnement.prod.ts. Ça veut dire que mon environnement.ts, si je suis en production, ne sera pas utilisé. Il sera utilisé par ce fichier environnement.prod.ts. Et donc, ce sera les variables qui sont contenues dans ce fichier qui s'utilisent. On va terminer avec ces deux dossiers-là. Donc, le VS Code, on va pas forcément aller plus loin. Il est utilisé uniquement par l'éditeur VS Code. Et Angular, le point Angular ici, c'est en fait un cache Angular qui permet à Angular de garder des informations disponibles sans avoir à toujours les charger pour optimiser le chargement de certains packages. Voilà, donc vous devez maintenant avoir une bonne vision d'ensemble de tout ce qui se passe à l'intérieur d'un projet Angular et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.